J'entends encore son rire. Même maintenant, tant de décennies plus tard, quand je ferme les yeux la nuit, ce son revient. Ce n'était pas un rire ordinaire. C'était le rire de quelqu'un qui sait qu'il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, sans conséquence. Il riait en traînant des femmes par les cheveux, riait quand il nous appelait par le mauvais numéro, juste pour voir notre confusion. Riait parce qu'il savait que nous n'étions rien. Mais cette aube de mars 1943, dans le camp provisoire d'Arras, son rire s'est arrêté. Et avec lui, 14 vies. Je ne suis pas morte cette nuit-là, mais la femme que j'étais avant, elle, a été enterrée dans la boue gelée du nord de la France. Je vais vous raconter quelque chose qui n'est jamais entré dans les livres d'histoire. Quelque chose que les rapports officiels ont omis parce que cela exposait trop, parce que cela montrait comment la machine de guerre allemande, si parfaite dans la propagande, était pourrie de l'intérieur. Vous pensez connaître la résistance française. Vous pensez aux hommes courageux faisant exploser des ponts, aux espions sautant en parachute, aux fusillades dramatiques dans les rues de Paris. Mais la vérité, c'est que la guerre a aussi été gagnée par des femmes invisibles, des femmes qui observaient, qui mémorisaient, qui attendaient le moment exact. Des femmes comme moi, qui ne tenaient pas de fusil, mais détenaient des informations aussi létales que n'importe quel explosif. Et quand cette connaissance a été utilisée, quand les rouages ont été sabotés de l'intérieur, le chaos qui a suivi fut absolu. Cette nuit-là, 56 femmes se sont échappées d'un camp qui devait être impénétrable. Mais le prix fut élevé. Du sang a été versé. Des corps sont tombés. Et tout a commencé parce que j'ai remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Les gardes allemands ne nous craignaient pas. Ils nous méprisaient tellement qu'ils sont devenus négligents. Et la négligence, en temps de guerre, est une sentence de mort. Ce qui s'est passé pendant ces heures n'était pas de l'héroïsme. C'était de la survie. C'était de la colère transformée en stratégie. C'était la découverte que, parfois, l'arme la plus puissante n'est pas celle que vous tenez, mais celle que vous plantez dans l'esprit de l'ennemi. Je m'appelle Isandre Kervadec. Je suis née en 1919, fille d'un garde-voie et d'une couturière, dans un village oublié près de Laon, au cœur du Pas-de-Calais. Avant l'occupation allemande, je n'étais personne d'extraordinaire. Je travaillais en aidant mon père à vérifier les rails, notant les horaires des convois, mémorisant les routes de marchandises. Ma mère m'a appris à coudre, mais elle m'a aussi enseigné quelque chose de plus précieux. Observer les gens, lire les visages, percevoir quand quelqu'un ment. Elle disait que les mains trahissent avant la bouche, que les yeux clignent différemment quand quelqu'un cache quelque chose. J'ai appris cela à 7 ans, en regardant ma mère négocier avec des marchands ambulants au marché du dimanche. Je n'aurais jamais imaginé que ces leçons me maintiendraient en vie des décennies plus tard, entourée de barbelés et d'hommes armés. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous ressentez que ces voix du passé méritent d'être entendues, laissez votre soutien. Commentez d'où vous regardez. Car ces mémoires ne survivent que lorsque quelqu'un se soucie assez de les garder vivantes. La guerre est arrivée lentement pour nous. D'abord les rumeurs, puis les soldats. En mai 1940, j'ai vu les premières colonnes allemandes traverser notre village. Des chars, des camions, des hommes en uniforme impeccable marchant en formation parfaite. Mon père m'a envoyé à l'intérieur, mais j'ai observé par la fente de la fenêtre. J'ai tout mémorisé. Les numéros peints sur les véhicules, les grades sur les épaules, les visages fatigués de certains, arrogants d'autres. Je ne le savais pas encore, mais je faisais exactement ce dont la résistance aurait besoin des mois plus tard. Cataloguer l'ennemi. Garder des détails qui semblaient insignifiants mais qui, additionnés, formaient une carte vivante de force, de faiblesse, de mouvement. En septembre de cette année-là, mon père a été tué dans une fusillade accidentelle près des rails. Officiellement, c'était un incident. Mais j'ai vu les traces de bottes dans la terre près du corps. J'ai vu comment ils ont retiré des documents de sa poche avant d'appeler les autorités. Ma mère ne s'en est jamais remise. Elle est morte 6 mois plus tard, de tristesse déguisée en pneumonie. Je suis restée seule à 21 ans, dans une France occupée, sans famille, sans protection, rien d'autre qu'une capacité étrange à me souvenir de ce que les autres oubliaient.
C'est ainsi que je suis entré dans la résistance. Pas par idéologie, pas par courage, mais parce que quelqu'un a remarqué que je pouvais faire quelque chose d'utile. Un homme nommé Étienne, ancien professeur d'allemand qui vivait caché dans une cave à Arras, m'a cherché une nuit de janvier 1942, frappant à la porte arrière de la maison où je vivais seul, demandant refuge. Il était blessé, saignant d'une coupure profonde à l'épaule. Je l'ai soigné, pas par héroïsme, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Pendant 3 jours, il est resté caché dans ma cave. C'est alors que j'ai remarqué qu'il m'observait attentivement. Il testait ma mémoire avec des questions apparemment anodines. Combien de soldats allemands patrouillaient la gare? À quelle heure changeaient-ils les tours? Combien de camions passaient par jour sur la route principale? Je répondais à tout, avec précision, sans hésiter. Des chiffres, des visages, des détails que je ne savais même pas avoir gardés. Étienne m'a recruté cette même semaine. Il ne m'a pas vraiment donné le choix. Il a dit que j'avais un don rare et que la résistance avait besoin de personnes comme moi. Des personnes invisibles, des femmes que les Allemands sous-estimaient. Mon travail était simple en théorie, mortel en pratique. Observer, mémoriser, rapporter. Je fréquentais les marchés où les soldats allemands achetaient du pain et des cigarettes. Je m'asseyais dans les cafés où les officiers discutaient ouvertement, confiant qu'aucune Française ignorante ne comprenait l'allemand. Je marchais près des casernes, comptant les véhicules, notant mentalement les plaques, les horaires, les mouvements. Puis, je transmettais tout à Étienne, qui relayait vers des cellules plus armées. Pendant des mois, cela a fonctionné parfaitement. J'étais invisible, juste une autre jeune veuve de guerre essayant de survivre. Jusqu'à la nuit du 17 janvier 1943. Je rentrais chez moi après avoir livré des informations sur un convoi de ravitaillement qui passerait par la gare à l'aube suivante. 3 soldats allemands m'ont arrêté à un coin mal éclairé près de la place centrale. Ils voulaient fouiller mon sac. Il n'y avait rien dedans, à part un morceau de pain dur et un mouchoir. Mais l'un d'eux, plus jeune, plus zélé, a remarqué que la doublure de mon manteau était décousue. Il a enfoncé sa main. Il a sorti le carnet. Il était petit, de la taille de la paume de la main, avec des pages fines couvertes de chiffres, de sigles, d'horaires. Rien qui fasse immédiatement sens, mais suffisant pour éveiller les soupçons. J'ai été emmené. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas résisté. Je savais que ce serait inutile. Cette nuit-là, dans les caves du quartier allemand à Arras, a commencé l'interrogatoire qui allait tout changer. L'officier qui m'a interrogé s'appelait Hauptmann Klaus Steinberg. J'ai découvert son nom des semaines plus tard, quand il était déjà trop tard pour lui. Il était méthodique, poli même, avec cette courtoisie fausse que les nazis utilisaient avant la brutalité. Il a demandé mon nom, mon métier, pourquoi je portais ce carnet. J'ai répondu que c'était des notes personnelles, des recettes de couture, rien d'important. Il n'a pas cru. Il a frappé la table, a crié, a menacé. Mais j'ai maintenu l'histoire, jusqu'à ce qu'ils disent que je serai fusillé à l'aube. C'est alors que j'ai ri. Je ne sais pas d'où c'est venu. Peut-être la fatigue, peut-être le désespoir déguisé en courage. Mais j'ai ri. Et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Pas de la colère, de la curiosité. Comme si j'étais un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Je n'ai pas été fusillé. J'ai été transféré. 3 jours plus tard, ils m'ont jeté dans un camion avec 17 autres femmes et nous ont emmenés dans un camp provisoire aux abords d'Arras, dans une ancienne briqueterie entourée de barbelés et de tours de guet. Ce n'était pas un camp de concentration officiel, c'était pire. C'était un trou noir administratif où des femmes soupçonnées de lien avec la résistance étaient détenues indéfiniment, sans jugement, sans enregistrement, sans espoir. Là-bas, le temps ne passait pas. Il pourrissait. Les murs suintaient d'humidité. Le sol était de la boue gelée en hiver, de la boue bouillante en été. Nous dormions dans des couchettes en bois infestées de puces. Nous mangions une soupe claire de choux pourris 1 fois par jour. Mais le pire n'était pas la faim. C'était l'humiliation systématique. Les gardes allemands nous traitaient comme des ordures. Criaient des ordres contradictoires juste pour nous voir confuses. Frappaient sans raison. Riaient en le faisant. Il y en avait un en particulier qui riait toujours, un sourire court,
sec, mécanique. Il s'appelait Wilhelm Koch, caporal de la Gestapo, 26 ans, visage ordinaire, yeux morts. Il trouvait drôle de nous appeler par le mauvais numéro pendant le comptage matinal, juste pour nous voir trébucher dans nos réponses. Riait quand des femmes tombaient d'épuisement, riait quand il frappait. Ce rire m'a hanté pendant des semaines, jusqu'à ce que je remarque quelque chose. Wilhelm Koch riait parce qu'il s'ennuyait, parce que ce camp provisoire était aussi une punition pour lui. Il avait été rétrogradé, éloigné des opérations importantes, jeté dans une fonction administrative qu'il méprisait. Et les hommes qui s'ennuient font des erreurs. J'ai commencé à observer, pas seulement Koch, mais tous les gardes. Il y avait 17 soldats allemands responsables de la sécurité du camp. 3 équipes de 5 hommes, plus 2 superviseurs qui alternaient. J'ai appris les noms, les visages, les vices. Franz buvait trop et dormait pendant la ronde de l'aube. Otto falsifiait les rapports pour couvrir le détournement de nourriture qu'il vendait au marché noir. Jürgen avait une maîtresse française au village et sortait du poste 2 fois par semaine. Chaque information était une arme. Je devais juste découvrir comment les utiliser. La chance est venue d'un endroit inattendu. L'une des gardes, Hilda Brenner, était une femme. Rare exception dans un camp contrôlé par des hommes. Elle supervisait les fouilles corporelles et les interrogatoires internes. Hilda était cruelle, méthodique, pire que beaucoup d'hommes, mais elle avait une faiblesse, la vanité. Elle utilisait du maquillage caché, du parfum français volé, s'occupait de ses ongles même au milieu de cette saleté. J'ai remarqué cela lors d'une fouille de routine. J'ai commenté, en allemand fluide, que son rouge à lèvres était d'une marque chère, de la maison Bourgeois, presque impossible à trouver pendant la guerre. Elle s'est arrêtée, m'a regardé avec surprise. Aucune prisonnière ne lui avait parlé en allemand auparavant. Aucune n'avait remarqué de tels détails. Nous avons commencé à parler, de petites phrases, des commentaires superficiels, mais suffisants pour planter une graine de confiance. En 3 semaines, Hilda me voyait comme utile. J'ai demandé la permission d'aider à la buanderie, où les uniformes allemands étaient lavés. Elle a accepté. C'est ainsi que j'ai eu accès aux documents que les soldats laissaient dans leurs poches. Ordre de transfert, liste de ravitaillement, carte de route. J'ai tout mémorisé. Mais j'ai aussi commencé à planter de petits mensonges. J'ai dit à Hilda que j'avais entendu Franz commenter qu'elle prenait du poids. J'ai dit à Otto que Wilhelm Koch enquêtait sur le détournement de nourriture. J'ai dit à Koch que Franz le traitait d'incompétent dans son dos. De petites graines de méfiance qui ont germé lentement, créant des fissures dans la hiérarchie du camp. La nuit du 9 mars 1943 a commencé comme n'importe quelle autre. Froide, humide, silencieuse. Mais quelque chose était différent. Pendant la journée, j'avais remarqué des mouvements étranges. Des camions arrivant en dehors des heures. Des officiers supérieurs visitant le camp, chose qui n'arrivait jamais. J'ai découvert, grâce à Hilda, qu'il y aurait une inspection surprise le lendemain matin. Le camp serait audité. Toute irrégularité serait sévèrement punie. Otto a paniqué. Wilhelm Koch aussi. Ils avaient beaucoup à cacher. Et les hommes désespérés prennent des décisions impulsives. À 23 heures cette nuit-là, Otto a tenté de brûler les registres falsifiés qu'il avait créés. Il a allumé un feu improvisé près du baraquement administratif. Le feu s'est propagé. En quelques minutes, une partie du baraquement était en flammes. Les sirènes ont retenti. Les gardes ont couru en panique. Dans le chaos, j'ai remarqué que 3 tours de guet étaient désertes. Franz était ivre, évanoui à son poste. Jürgen était parti retrouver sa maîtresse. L'équipe était incomplète. C'était maintenant ou jamais. Ce n'est pas moi qui ai coupé les clôtures. C'étaient d'autres femmes, plus fortes, plus désespérées. Mais c'est moi qui leur ai dit où couper. Où les gardes ne regardaient pas. Où les clôtures étaient rouillées. C'est moi qui ai guidé 56 femmes à travers l'obscurité, contournant les zones éclairées, suivant les routes que j'avais mémorisées pendant des mois d'observation silencieuse. Le feu brûlait encore, des cris résonnaient. Des coups de feu ont été tirés, mais sans direction, sans coordination. Les soldats allemands se tiraient dessus dans la confusion. Wilhelm Koch a tenté de réorganiser la défense. Il est mort, touché par une balle de Franz, qui était si ivre,
qu'il tirait sur tout ce qui bougeait. 14 soldats allemands sont morts cette nuit-là. Pas de mes mains, mais à cause de moi. Parce que j'avais planté le chaos là où devait régner l'ordre. Parce que j'avais transformé de petits vices en catastrophes fatales. Parce que j'avais utilisé leur arrogance contre eux-mêmes. 56 femmes se sont échappées, certaines en boitant, d'autres portées dans les bras. Toutes n'ont pas survécu ensuite. Mais elles ont vécu assez longtemps pour ne pas mourir là-bas. Je ne me suis pas enfuie. Je suis restée, pas par héroïsme, mais parce que je savais que quelqu'un devait être capturé. Quelqu'un devait porter la culpabilité. Si toutes s'étaient enfuies, la répression aurait été brutale sur les villages environnants. Des civils innocents auraient été exécutés en représailles. Mais s'il y avait une coupable, quelqu'un à interroger, torturer, punir, peut-être que la vengeance allemande se concentrerait là. Peut-être que les autres femmes auraient le temps de disparaître dans la nuit française. J'ai été arrêtée à nouveau à l'aube, battue, interrogée pendant des jours, transférée vers des prisons pires. J'ai survécu non par bravoure, mais par entêtement, par refus absolu de mourir avant la fin de la guerre. J'ai vu des choses que je ne pourrai jamais oublier. J'ai fait des choses que je ne pourrai jamais me pardonner. Mais j'ai survécu. La guerre s'est terminée en mai 1945. J'ai été libérée par les troupes britanniques d'un camp de travail près de Bremen. Je suis rentrée en France dans un train de réfugiés, trop maigre, trop vieille pour mes 26 ans. Je suis retournée au village où je suis née et j'ai découvert qu'il n'existait plus. Que des décombres. Je suis retournée à la maison de mes parents et j'ai trouvé des étrangers, y vivant. Je n'ai pas discuté. Je n'avais pas la force. Isendre Kervadec a cessé d'exister. Dans les registres officiels de la résistance, mon nom n'est jamais apparu. Parce que je n'ai jamais appartenu officiellement à aucune cellule. Parce que les informations que j'ai fournies ont été utilisées par d'autres personnes qui ont réalisé les sabotages, qui ont fait exploser les ponts, qui ont tué les officiers. J'étais juste une observatrice, une mémoire ambulante, une femme invisible qui a aidé à tuer 14 hommes sans jamais tenir une arme. Vous voulez savoir si je regrette? Non. Vous voulez savoir si j'ai des cauchemars? Toujours. Vous voulez savoir si je le referai? Sans hésiter. Parce que la guerre n'a pas été gagnée par des héros. Elle a été gagnée par des gens ordinaires qui ont fait des choix impossibles dans des moments impossibles. Et j'étais juste l'une d'eux. Isendre allait découvrir que survivre à cette nuit n'était que le début. Ce qui l'attendait dans les mois suivants testerait non seulement son corps, mais son âme elle-même. Les véritables conséquences de ses choix ne faisaient que commencer à se révéler. Et la question qui la hanterait pour le reste de sa vie restait sans réponse. À quel prix la survie? Je n'ai jamais raconté cette histoire à ma famille. Pendant 60 ans, j'ai vécu une vie ordinaire dans un petit appartement de Lyon, travaillant comme comptable dans une entreprise textile, payant mes factures, souriant poliment aux voisins. Personne ne savait. Personne ne posait de questions. Les gens ne veulent pas vraiment savoir ce qui s'est passé pendant la guerre. Ils veulent des histoires de héros, de résistants courageux, de moments glorieux. Ils ne veulent pas entendre parler de femmes qui ont survécu en manipulant, en mentant, en plantant la discorde entre des hommes qui les méprisaient. Mais maintenant, à mon âge, je me rends compte que le silence est une autre forme de mort. Si je ne raconte pas ce qui s'est réellement passé, qui le fera? Les archives officielles sont incomplètes. Les rapports allemands ont été détruits ou falsifiés. Les témoins sont presque tous morts. Je suis peut-être la dernière personne vivante qui sait exactement comment 14 soldats allemands sont morts cette nuit-là à Arras. Et si je meurs sans parler, la vérité meurt avec moi. Laissez-moi vous dire ce que les livres d'histoire ne mentionnent jamais. Le camp provisoire d'Arras n'était pas un camp de concentration officiel. C'était ce que les Allemands appelaient un Auffanglager, un camp de tri temporaire pour femmes soupçonnées de lien avec la résistance, mais sans preuves suffisantes pour un procès. Ces camps existaient dans toute la France occupée, des centaines, peut-être des milliers. Ils n'apparaissent dans aucun registre central parce qu'ils n'étaient pas censés exister officiellement. C'étaient des trous noirs administratifs où des femmes disparaissaient sans jugement, sans documentation, sans espoir.
Le camp où j'ai été détenu occupait une ancienne briqueterie abandonnée à 3 km au nord-ouest d'Arras, près du village de Tilloy-les-Moflen. Le bâtiment principal était une structure de briques rouges de 3 étages, autrefois utilisée pour sécher les briques fraîchement moulées. Les Allemands l'avaient entouré de barbelés, installé 4 tours de guet en bois, ajouté des projecteurs récupérés d'un théâtre bombardé. L'ensemble avait l'air provisoire, improvisé, comme si personne n'avait vraiment réfléchi à long terme. C'était exactement le problème. Les camps officiels avaient des règles, des protocoles, une hiérarchie claire. Mais ici, tout était chaotique. Les gardes étaient des soldats punis, relégués à des tâches considérées comme indignes. Ils nous haïssaient parce que nous représentions leur propre échec. Wilhelm Koch est arrivé au camp 3 semaines avant moi. J'ai appris cela plus tard, en écoutant les conversations entre les gardes pendant que je travaillais à la buanderie. Koch avait été caporal dans une unité SS en Russie. Il avait été rétrogradé après avoir désobéi à un ordre direct pendant la bataille de Rjev en janvier 1942. Les détails exacts m'échappent encore, mais apparemment, il avait refusé d'exécuter des civils, non par conscience morale, mais par pure fatigue. Ses supérieurs l'avaient envoyé en France comme punition, assigné à la surveillance d'un camp de femmes. Pour un ancien SS, c'était une humiliation totale. C'est pourquoi il riait. Pas de joie, mais de rage impuissante. Chaque rire était un crachat contre sa propre existence. Et nous, les prisonnières, étions simplement les cibles les plus proches de sa frustration. Je l'ai compris en observant ses yeux. Ils étaient vides, complètement morts. Il frappait mécaniquement, sans plaisir, comme quelqu'un qui accomplit une corvée désagréable. Cette absence d'émotion le rendait plus dangereux que les sadiques ordinaires. Un homme qui prend plaisir à la violence peut être manipulé par ce plaisir. Mais un homme qui frappe par ennui, par routine, par simple absence d'alternative, celui-là est imprévisible. J'ai passé les 3 premières semaines au camp à observer. Rien d'autre. Je ne parlais pas sauf quand on m'y obligeait. Je gardais les yeux baissés. Je me fondais dans le groupe des prisonnières, devenant invisible parmi les invisibles. Mais tout ce temps, je cataloguais. Les horaires de garde, les rotations, les faiblesses. Franz Müller, 23 ans, originaire de Bavière, alcoolique fonctionnel qui cachait des bouteilles de schnapps volées dans les latrines extérieures. Otto Richter, 32 ans, marié, 3 enfants, obsédé par l'argent, falsifiant les registres de ravitaillement pour vendre de la nourriture au marché noir d'Arras. Jürgen Wolf, 28 ans, romantique pathétique qui avait une liaison avec une serveuse française du café Le Coq d'Or sur la place principale. Chacun avait ses secrets, chacun avait ses peurs. Hilda Brenner était différente. 37 ans, célibataire, ancienne infirmière de Düsseldorf, recrutée par la Gestapo en 1941 pour superviser les interrogatoires de femmes. Elle était méthodique, froide, efficace. Mais elle avait aussi une vanité profonde. Elle se maquillait même ici, dans cette porcherie, utilisait du parfum français volé, entretenait ses ongles avec un soin obsessionnel. Je l'ai remarqué lors de ma première fouille corporelle. Ses mains étaient impeccables, manucurées, douces, complètement déplacée dans cet environnement de crasse et de violence. C'est par là que je suis entrée. Lors d'une fouille de routine, 3 semaines après mon arrivée, j'ai commenté en allemand parfait que son rouge à lèvres était de la marque Bourgeois, collection 1938, presque introuvable depuis le début de la guerre. Elle s'est figée. M'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Surprise, méfiance, mais aussi quelque chose d'autre, curiosité. Personne ne lui avait parlé en allemand correct depuis des mois. Personne n'avait remarqué ce genre de détails. Pour elle, nous étions toutes des paysannes françaises ignorantes. Découvrir que l'une d'entre nous parlait couramment sa langue, comprenait les nuances de la mode, possédait une culture qui dépassait les frontières, cela créait une brèche minuscule dans son mépris automatique. Nous avons commencé à parler, brièvement. Quelques phrases ici et là. Je ne flattais jamais. Je restais factuelle, précise, légèrement distante. Comme si nos conversations étaient des échanges entre égales, pas entre gardiennes et prisonnières. Cela la déstabilisait. Elle était habituée à la peur, à la soumission, pas à la conversation civilisée. Après 10 jours, elle m'a proposé de travailler à la buanderie du camp.
officiellement pour aider avec les uniformes allemands. Officieusement, je pense qu'elle voulait simplement quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui la voyait encore comme un être humain, pas seulement comme un monstre en uniforme. La buanderie était un baraquement séparé, humide, empestant le savon caustique et l'eau de javel. 3 autres prisonnières y travaillaient déjà, des femmes plus âgées, épuisées, silencieuses. Mon travail consistait à laver les uniformes, vérifier les poches avant le lavage, plier les vêtements propres. C'est dans les poches que j'ai trouvé l'or. Des notes griffonnées, des listes de ravitaillement, des ordres de transfert, des cartes. Rien de classifié, mais suffisant pour comprendre comment le camp fonctionnait. Qui était responsable de quoi? Qui trichait? Qui mentait? Qui avait quelque chose à cacher? J'ai mémorisé tout. Chaque nom, chaque chiffre, chaque discordance entre les rapports officiels et la réalité que je voyais autour de moi. Otto Richter, par exemple, déclarait recevoir 50 kg de pommes de terre par semaine. Mais les livraisons réelles n'en contenaient que 35. 15 kg disparaissaient quelque part entre le dépôt militaire et le camp. Je savais où ils allaient, au marché noir. Otto vendait la nourriture destinée aux prisonnières pour financer ses propres besoins. C'était une infraction grave, fusillable en temps de guerre. Franz Müller dormait pendant la ronde de 2 heures du matin, chaque nuit, sans exception. Je l'ai découvert en observant les ombres projetées par les projecteurs sur le mur de notre dortoir. La tour sud-est restait immobile pendant exactement 45 minutes entre 2 heures et 3 heures moins le quart. Pas de mouvement, pas de balayage de lumière. Rien. Franz était trop ivre pour rester éveillé. Jürgen Wolf quittait son poste 2 fois par semaine, les mardis et vendredis à 22 heures précises. Il se glissait par la porte arrière du camp, traversait le champ adjacent, rejoignait la route principale où sa maîtresse française l'attendait dans une camionnette de livraison. Il disparaissait pendant 2 heures. Personne ne couvrait son poste pendant ce temps. La tour nord restait vide. Wilhelm Koch falsifiait les rapports d'interrogatoire. Je l'ai découvert en comparant les dates sur les documents trouvés dans ses poches avec les dates réelles des interrogatoires. Il prétendait interroger 4 ou 5 femmes par jour. En réalité, il n'en interrogeait qu'1 ou 2. Le reste du temps, il restait assis dans son bureau, fumant, fixant le mur, perdu dans son propre vide intérieur. Mais il remplissait quand même les formulaires, inventant des réponses, créant des confessions imaginaires pour justifier son temps. Toutes ces informations auraient dû remonter à la hiérarchie, auraient dû déclencher des enquêtes internes, mais personne ne vérifiait. Parce que le camp d'Arras était une opération mineure, un détail insignifiant dans la machine de guerre allemande. Tant que les prisonnières ne s'échappaient pas, tant que les rapports étaient remplis, même faussement, personne ne s'en souciait. C'était exactement cette négligence que j'allais exploiter. Le moment décisif est arrivé début mars 1943. Hilda Brenner a mentionné, presque distraitement, qu'une inspection surprise aurait lieu le 10 mars. Un colonel SS de Lille viendrait auditer le camp, vérifier les registres, interroger les gardes, s'assurer que tout était conforme aux régulations. Elle semblait nerveuse. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Parce qu'elle savait, comme tous les autres, que si l'inspection révélait les irrégularités, les punitions seraient sévères. J'ai attendu 24 heures. Puis j'ai planté ma première graine. J'ai dit à Hilda, très calmement, que j'avais entendu Franz Müller commenter qu'elle prenait du poids, que son uniforme était trop serré, que cela faisait mauvaise impression. Ce n'était pas vrai. Franz n'avait jamais dit cela, mais Hilda était obsédée par son apparence. L'idée que les hommes la critiquaient dans son dos la rongeait. Elle est devenue distante avec Franz, la réprimandait publiquement pour des broutilles. Franz, confus et vexé, a commencé à boire encore plus. Ensuite, j'ai dit à Otto Richter que Wilhelm Koch enquêtait sur les détournements de ravitaillement, que Koch avait des soupçons, que l'inspection était peut-être liée à cela. Otto a paniqué. Il a commencé à brûler les faux registres qu'il avait créés. Mais il l'a fait maladroitement, précipitamment, sans réfléchir. Et c'est ce qui a tout déclenché. Le soir du 9 mars, Otto a allumé un feu dans un baril métallique près du baraquement administratif.
Ils brûlaient des documents. Mais le vent s'est levé. Des braises se sont envolées, ont atterri sur le toit en bois du baraquement. En quelques minutes, l'incendie s'était propagé. Les sirènes ont retenti. Les gardes ont couru dans tous les sens. Le chaos était total. Et dans ce chaos, j'ai vu l'opportunité que j'attendais depuis des mois. 3 tours de guet étaient désertes. Franz dormait, ivre-mort. Jürgen était parti voir sa maîtresse. Le 3e garde avait abandonné son poste pour combattre l'incendie. Les barrières de barbelés n'étaient surveillées que par 2 hommes, Otto et Wilhelm, tous 2 trop paniqués pour réagir efficacement. C'était maintenant ou jamais. Je n'ai pas coupé les clôtures moi-même. D'autres femmes l'ont fait. Des femmes plus fortes, plus désespérées, qui avaient caché des outils volés pendant des semaines. Mais c'est moi qui leur ai dit où couper, où les barbelés étaient rouillés, où les gardes ne regardaient pas. C'est moi qui ai guidé 56 femmes à travers l'obscurité, contournant les zones éclairées, suivant les routes que j'avais mémorisées pendant des mois d'observation silencieuse. Des coups de feu ont éclaté, mais sans coordination. Franz a tiré sur tout ce qui bougeait, trop ivre pour distinguer amis d'ennemis. Wilhelm Koch est mort touché par une balle de Franz. 2 autres gardes sont morts dans l'incendie, piégés à l'intérieur du baraquement qui s'effondrait. D'autres sont morts en s'entretuant dans la panique. Au total, 14 soldats allemands sont morts cette nuit-là. Pas de mes mains, mais à cause de moi. Parce que j'avais planté le chaos où devait régner l'ordre. Parce que j'avais transformé de petits vices en catastrophes fatales. Parce que j'avais utilisé leur arrogance contre eux-mêmes. 56 femmes se sont échappées, certaines en boitant, d'autres portées dans les bras. Toutes n'ont pas survécu ensuite, mais elles ont vécu assez longtemps pour ne pas mourir là-bas. Et moi, je suis restée. Pas par héroïsme, mais parce que quelqu'un devait être capturé. Quelqu'un devait porter la culpabilité. Si toutes s'étaient enfuies, la répression aurait été brutale sur les villages environnants. Des civils innocents auraient été exécutés en représailles. Mais s'il y avait une coupable, quelqu'un à interroger, torturer, punir, peut-être que la vengeance allemande se concentrerait là. Peut-être que les autres femmes auraient le temps de disparaître dans la nuit française. Les premières 48 heures après ma recapture furent les pires de ma vie. Pire que la faim, pire que le froid, pire que l'humiliation quotidienne du camp. Parce que maintenant, ils savaient que j'avais joué un rôle dans l'évasion. Ils ne comprenaient pas encore comment, mais ils savaient, et ils voulaient des réponses. On m'a enfermé dans une cave sous le bâtiment administratif qui avait partiellement survécu à l'incendie. Une pièce minuscule, sans fenêtre, où l'eau suintait des murs et formait des flaques noires sur le sol en terre battue. Il faisait si froid que je voyais mon souffle se condenser en nuages blancs devant mon visage. Ils ne m'ont pas donné de couverture, pas de nourriture. Juste de l'eau une fois par jour, versée dans une gamelle en métal rouillé. Les interrogatoires ont commencé le 2e jour. Un nouveau commandant était arrivé d'Arras, un Obersturmführer SS nommé Heinrich Vogel. Contrairement à Wilhelm Koch, Vogel n'était pas un soldat relégué. C'était un professionnel, méthodique, patient, intelligent. Il ne criait pas, ne frappait pas immédiatement. Il posait des questions, encore et encore. Les mêmes questions sous des angles différents, cherchant les contradictions, les failles dans mon histoire. Comment avais-je appris l'allemand? Où avais-je obtenu les informations sur les horaires de garde? Qui m'avait aidé? Qui étaient mes contacts dans la résistance? Combien de femmes avaient réellement échappé? Où étaient-elles allées? Je répondais toujours la même chose. Je ne savais rien. J'avais simplement profité du chaos causé par l'incendie. Je ne connaissais personne. Je n'avais aucun contact. J'étais seule. Vogel ne me croyait pas. Mais il ne pouvait pas non plus me briser facilement. Parce que je disais juste assez de vérité pour rendre mes mensonges crédibles. Oui, je parlais allemand. Je l'avais appris d'un professeur juif avant la guerre. Oui, j'avais observé les gardes. Toutes les prisonnières le faisaient. C'était une question de survie. Non, je n'avais pas de contacts extérieurs. J'avais été capturée seule. Personne ne savait où j'étais. Personne ne viendrait me chercher. La torture a commencé le 5e jour. Pas la torture spectaculaire des films. Pas de machines élaborées.
Juste des méthodes simples, efficaces, conçues pour briser la volonté sans tuer immédiatement. Ils m'ont attaché à une chaise en bois, ont versé de l'eau froide sur ma tête pendant des heures, jusqu'à ce que je ne sente plus mon corps. M'ont privé de sommeil en me réveillant toutes les 15 minutes pendant 3 jours consécutifs. Ont frappé la plante de mes pieds avec des bâtons jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Mais je n'ai pas parlé. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je n'avais rien à dire. Je ne connaissais pas les vrais noms des membres de la résistance avec qui j'avais travaillé. Étienne Brochard utilisait un pseudonyme. Je ne savais pas où il vivait. Je ne connaissais pas les autres cellules. Mon rôle avait toujours été cloisonné, compartimenté, précisément pour cette raison. Si j'étais capturé, je ne pourrais pas trahir ce que je ne savais pas. Vogel a fini par comprendre. Après 2 semaines d'interrogatoire, il a réalisé qu'il perdait son temps. Je n'étais pas une leader, pas une organisatrice. J'étais juste une observatrice intelligente qui avait saisi une opportunité, pas assez importante pour justifier l'effort continu, pas assez dangereuse pour mériter une exécution immédiate. Alors, il m'a transféré, loin d'Arras, loin de tout. En avril 1943, j'ai été envoyé dans un camp de travail forcé près de Roubaix, à la frontière belge. Ce n'était pas un camp de concentration allemand officiel. C'était un camp français, géré par le gouvernement de Vichy, mais au service de l'effort de guerre allemand. Nous travaillions 14 heures par jour dans une usine textile, produisant des uniformes pour la Wehrmacht. Les conditions étaient brutales, la nourriture rare, les maladies rampantes. Mais comparé à ce que j'avais vécu à Arras, c'était presque supportable. Parce qu'ici, personne ne se souciait de moi. Je n'étais qu'un numéro parmi des centaines, invisible à nouveau. J'ai passé 1 an à Roubaix, 1 an à travailler les métiers à tisser, respirant des fibres de coton qui me brûlaient les poumons, mangeant une soupe claire une fois par jour, dormant sur des planches en bois dans un dortoir surpeuplé. Mais j'ai survécu, parce que je refusais de mourir avant que la guerre ne se termine, parce que chaque jour de survie était une victoire contre ceux qui m'avaient capturé. En juin 1944, tout a changé. Les Alliés ont débarqué en Normandie. Les nouvelles ont filtré lentement, déformées par la propagande, mais impossibles à cacher complètement. Les gardes français devenaient nerveux. Les livraisons de nourriture se raréfiaient encore plus. L'usine fonctionnait à moitié de sa capacité. On sentait que quelque chose de massif était en train de se produire, que le monde que nous connaissions était en train de s'effondrer. En septembre, l'usine a fermé. Les Allemands battaient en retraite. Le gouvernement de Vichy s'effondrait. Nous avons été transférés à nouveau, cette fois vers l'Allemagne. Un train de marchandises bondé, sans nourriture, sans eau, roulant pendant 3 jours à travers une France dévastée. Beaucoup de femmes sont mortes pendant ce trajet, de soif, de maladie, de désespoir. Je me souviens de leurs corps empilés dans un coin du wagon, couverts de manteaux, comme si cela pouvait leur rendre un peu de dignité. Nous sommes arrivés à un camp de travail près de Bremen, dans le nord de l'Allemagne. C'était l'automne 1944. Les bombardements alliés étaient constants. Chaque nuit, les sirènes hurlaient. Chaque nuit, nous descendions dans des abris souterrains humides, écoutant les explosions secouer la terre au-dessus de nos têtes. Les Allemands nous faisaient travailler dans les ruines, déblayant les décombres, récupérant ce qui pouvait être sauvé. C'était un travail absurde, sisyphéen, parce que chaque nuit, de nouveaux bombardements détruisaient ce que nous avions reconstruit pendant la journée. Mais je tenais, parce que je savais que chaque bombardement rapprochait la fin, que chaque explosion était une promesse de libération. Les gardes allemands le savaient aussi. Ils devenaient plus violents, plus erratiques, frappant sans raison, criant des ordres contradictoires, mais aussi plus négligents, moins vigilants, comme s'ils avaient déjà abandonné. En avril 1945, les gardes ont disparu. Un matin, nous nous sommes réveillés et ils n'étaient plus là. Les tours de guet étaient vides. Les portes du camp grandes ouvertes. Pendant quelques heures, nous sommes restés figés, incapables de croire que c'était fini. Puis, les premiers chars britanniques sont arrivés. Des soldats en uniforme kaki, parlant anglais, distribuant des rations, des couvertures, des sourires fatigués. La guerre était finie. Nous étions libres. Mais la liberté ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé.
Je ne pesais que 42 kilogrammes. Mes dents tombaient à cause de la malnutrition. Ma peau était couverte de plaies infectées. Je toussais du sang à cause des fibres de coton inhalées à Roubaix. Les médecins britanniques m'ont gardé 6 semaines dans un hôpital de campagne, me nourrissant lentement, traitant les infections, essayant de me ramener à la vie. En juin 1945, j'ai pris un train de rapatriement vers la France. Un voyage interminable à travers une Europe en ruine, des villes détruites, des ponts effondrés, des champs criblés de cratères. Partout, des gens erraient, cherchant leur famille, leur maison, leur vie d'avant. J'étais l'une d'entre eux, une survivante sans maison, sans famille, sans passé reconnu. Je suis retournée à Lens. La ville avait été bombardée à plusieurs reprises. Mon quartier n'existait plus, juste des décombres et des rues vides. La maison de mes parents était occupée par des étrangers, une famille de réfugiés belges qui ne savaient rien de moi. Je ne les ai pas dérangés. Je n'avais aucun document prouvant que la maison m'appartenait. Aucune preuve de mon identité. J'étais un fantôme. J'ai cherché Étienne Brochard. J'ai demandé dans les cafés, les mairies, les bureaux de la résistance qui s'organisaient. Personne ne le connaissait. Ou plutôt, personne ne connaissait ce nom. Les pseudonymes étaient morts avec la guerre. Les vraies identités étaient secrètes, protégées, effacées. Je ne saurais jamais qui il était vraiment, s'il avait survécu, s'il se souvenait de moi. Les 56 femmes qui s'étaient échappées d'Arras, je n'en ai retrouvé que 3. Une vivait à Lille, mariée, mère de 2 enfants, refusant de parler de la guerre. Une autre était devenue religieuse, cloîtrée dans un couvent près de Reims. La 3e était morte en 1944, tuée lors d'un bombardement. Les autres avaient disparu. Peut-être mortes, peut-être vivant sous de nouveaux noms, dans de nouvelles vies, essayant d'oublier. J'ai essayé de faire reconnaître mon rôle dans la résistance. J'ai contacté les bureaux officiels, expliqué ce que j'avais fait, demandé une reconnaissance. Mais sans preuve, sans témoin, sans documentation, personne ne me croyait. Ou plutôt, personne ne voulait creuser. L'histoire officielle de la résistance était déjà en train de se construire. Une histoire héroïque, masculine, glorieuse. Une histoire de combattants armés, de sabotage spectaculaire, de sacrifices nobles. Il n'y avait pas de place pour des femmes comme moi, des observatrices, des manipulatrices, des survivantes grises qui avaient gagné par ruse plutôt que par courage. Alors j'ai abandonné. J'ai changé de ville. Je me suis installée à Lyon en 1946. J'ai trouvé du travail comme comptable dans une petite entreprise textile. J'ai vécu une vie ordinaire. J'ai payé mes factures. J'ai souri poliment aux voisins. Je n'ai jamais parlé de la guerre. Jamais. Pendant 60 ans. Le silence est devenu ma seconde peau. Pendant des décennies, j'ai vécu comme si cette partie de ma vie n'avait jamais existé. Je me suis mariée en 1952 avec un homme bon, un comptable comme moi, qui ne posait jamais de questions sur mon passé. Nous avons eu 2 enfants, un garçon puis une fille. Je les ai élevés dans le confort d'une France reconstruite, prospère, amnésique. Ils ne savaient rien de ce que j'avais vécu. Ils connaissaient leur grand-mère comme une femme douce, réservée, qui cuisinait bien et lisait beaucoup. Mon mari est mort en 1989. Un infarctus soudain à 62 ans. Mes enfants ont grandi, ont eu leur propre famille, ont déménagé. Mon fils vit au Canada maintenant. Ma fille près de Marseille. Je les vois 1 ou 2 fois par an. Nous parlons de choses agréables, de leurs enfants, de la météo, de projets de vacances, jamais de la guerre, jamais du passé. Mais le passé ne disparaît pas simplement parce qu'on refuse d'en parler. Il reste là, tapi dans l'ombre, attendant. Et parfois, il ressurgit de manières inattendues. En 2008, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe beige, anonyme, postée de Belgique. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Un message tapé à la machine. Pas de signature. Juste quelques lignes. Madame Kervadec. Je suis la fille d'une des femmes qui s'est échappée d'Arras en mars 1943. Ma mère est décédée l'année dernière. Avant de mourir, elle m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous l'aviez sauvée. Je voulais juste que vous sachiez qu'elle ne vous a jamais oublié. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que quelqu'un se souvenait.
Quelqu'un savait. Quelqu'un comprenait que ce que j'avais fait avait compté. J'ai essayé de répondre, mais il n'y avait pas d'adresse de retour. Juste un tampon postal de Bruxelles. J'ai gardé la lettre. Je la garde encore aujourd'hui, pliée dans un tiroir de ma table de nuit. C'est la seule preuve tangible que je n'ai pas rêvé tout cela, que ces événements ont réellement eu lieu. En 2015, un historien m'a contacté. Il écrivait un livre sur les camps de détention provisoire en France occupée. Il avait trouvé des archives mentionnant le camp d'Arras, des rapports allemands fragmentaires, des témoignages épars. Il cherchait des survivantes. Mon nom était apparu dans une liste de transferts datée d'avril 1943. Il voulait m'interviewer. J'ai accepté. Pour la première fois de ma vie, j'ai raconté mon histoire à quelqu'un. Nous avons parlé pendant 6 heures. Il a enregistré tout, posé des questions précises, vérifié des dates, croisé des informations. À la fin, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Madame Kervadec, ce que vous avez fait était extraordinaire, mais aussi profondément dérangeant pour l'histoire officielle, parce que vous avez gagné sans violence directe. Vous avez manipulé, utilisé la psychologie, exploité les faiblesses humaines. Ce n'est pas le genre d'héroïsme que les gens veulent célébrer. » Il avait raison. Son livre a été publié en 2017. Mon témoignage y figure, mais de manière marginale. Quelques pages, une note de bas de page. Pas de photo, pas de nom complet, juste Isandre K, survivante d'Arras. Parce que l'histoire que j'avais à raconter ne cadrait pas avec le récit dominant. Elle était trop ambiguë, trop grise, trop humaine. Mais je ne suis pas amère. Je comprends. Les gens ont besoin de héros simples, de récits clairs, de bien contre mal. Ils ne veulent pas entendre parler de femmes qui ont survécu en jouant avec les vices de leurs ennemis, qui ont planté la discorde, qui ont regardé des hommes mourir sans lever le petit doigt pour les arrêter, même si ces hommes étaient des oppresseurs, même si leur mort a permis à d'autres de vivre. La moralité de la guerre n'est jamais simple. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai menti. J'ai manipulé. J'ai laissé des gens mourir quand j'aurais peut-être pu les avertir. Wilhelm Koch, par exemple. Oui, il riait en battant des prisonnières. Oui, il était un rouage de la machine nazie. Mais il était aussi un homme brisé, relégué à une tâche qu'il méprisait, probablement traumatisé par ce qu'il avait vu en Russie. Est-ce que je regrette qu'il soit mort? Non. Est-ce que je me sens coupable? Parfois. La vérité est que la guerre transforme tout le monde. Elle ne révèle pas qui nous sommes vraiment. Elle nous force à devenir des versions de nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginées. J'étais une jeune femme ordinaire de 24 ans, fille d'un cheminot, qui aimait lire et coudre. La guerre a fait de moi quelqu'un capable de regarder 14 hommes mourir sans broncher. Quelqu'un capable de calculer froidement comment exploiter les faiblesses humaines pour servir un objectif. Est-ce que c'était nécessaire? Oui. Est-ce que c'était juste? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que 56 femmes ont vécu parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Elles ont eu des vies, des familles, des enfants, des petits-enfants. Leur existence continue est ma seule justification. Leur survie est la seule preuve que mes choix avaient un sens. Aujourd'hui, à mon âge, je pense beaucoup à la mémoire. Comment nous nous souvenons, ce que nous choisissons d'oublier. Les guerres créent des millions d'histoires, mais seules quelques-unes sont racontées. Les autres disparaissent avec ceux qui les ont vécues. Je ne veux pas que mon histoire disparaisse. Pas parce qu'elle est héroïque, mais parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle montre une facette de la guerre que les livres d'histoire omettent souvent. La survie n'est pas toujours noble. La résistance n'est pas toujours glorieuse. Parfois, c'est juste une question de tenir un jour de plus, d'observer un peu plus attentivement, de saisir l'opportunité quand elle se présente, même si cette opportunité est construite sur la faiblesse et la mort d'autres êtres humains. Je ne cherche pas à être jugé. Je ne cherche pas le pardon. Je raconte simplement ce qui s'est passé, exactement comme je m'en souviens, sans embellir, sans atténuer. La vérité brute d'une femme qui a survécu en utilisant les seules armes qu'elle possédait, son intelligence et sa capacité d'observation. Il y a quelques années, je suis retournée à Arras.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ce besoin. Peut-être la vieillesse. Peut-être le désir de boucler une boucle avant de mourir. Je suis allée à Tilway-les-Moflen, là où se trouvait le camp. L'ancienne briqueterie n'existe plus. Elle a été démolie dans les années 60. À sa place, il y a maintenant un petit lotissement résidentiel. Des maisons modernes, des jardins bien entretenus, des enfants qui jouent dans les rues. Rien n'indique ce qui s'est passé ici. Aucune plaque, aucun mémorial. Juste l'oubli tranquille d'une France qui a préféré tourner la page. Je me suis tenue là, au milieu de cette rue paisible, essayant de me rappeler exactement où se trouvaient les baraquements. Où étaient les tours de guet, où les barbelés avaient été coupés. Mais mes souvenirs se superposaient mal à la réalité présente. Tout avait changé. La géographie elle-même semblait avoir effacé les traces de ce qui s'était passé. Une femme m'a abordé. Une voisine, la cinquantaine, promenant son chien. Elle m'a demandé si j'étais perdue. J'ai hésité, puis je lui ai dit que j'avais été prisonnière ici pendant la guerre, que c'était là qu'il y avait eu un camp. Elle m'a regardée avec surprise. Un camp? Ici? Je ne savais pas, on ne nous a jamais rien dit. Et c'était vrai. Les résidents actuels ne savaient rien, vivaient leurs vies ordinaires sur un sol imprégné de souffrances dont ils ignoraient tout. Je ne lui en veux pas. C'est comme ça que fonctionne le temps. Il recouvre, il efface, il permet à la vie de continuer. Mais parfois, je me demande ce qui se passerait si ces gens savaient. S'ils savaient que leurs maisons sont construites là où des femmes ont été battues, affamées, humiliées, que leurs jardins fleurissent sur un sol où 14 hommes sont morts en une nuit. Est-ce que cela changerait quelque chose? Probablement pas. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que la vie doit continuer, même par-dessus les tombes. Mais moi, je ne peux pas oublier. Je porte ces souvenirs comme des cicatrices invisibles. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois les visages. Wilhelm Koch et son rire mécanique. Hilda Brenner et sa vanité pathétique. Franz Müller et ses bouteilles cachées. Otto Richter et sa panique quand il brûlait ses faux registres. Ce ne sont pas des monstres abstraits. C'étaient des êtres humains, imparfaits, brisés, dangereux, mais humains quand même. Et les femmes, je me souviens de toutes, pas de leurs noms, car beaucoup n'avaient que des numéros, mais de leur visage, de leurs regards, de la façon dont certaines m'ont regardé cette nuit-là, quand je leur ai dit où couper les clôtures. Il y avait de la peur dans leurs yeux, mais aussi de l'espoir, un espoir terrible, fragile, qui pouvait se briser à tout moment. Certaines ont hésité, ne voulaient pas risquer l'évasion, préféraient rester, attendre, espérer que la guerre se termine bientôt. Je les comprends. L'évasion était un pari mortel. Beaucoup sont mortes en essayant de fuir, prises par les patrouilles, abattues, ou mortes de froid et de faim dans les campagnes gelées du nord de la France, celles qui ont réussi. Je me demande souvent ce qu'elles sont devenues. Combien ont survécu jusqu'à la libération? Combien ont reconstruit leur vie? Combien ont porté le poids de cette nuit aussi lourdement que moi? J'aimerais croire qu'au moins certaines ont vécu pleinement. Qu'elles ont ri, aimé, élevé des enfants, vieilli en paix, que leur survie en valait la peine. En rentrant d'Arras ce jour-là, j'ai pleuré dans le train, silencieusement, pour ne déranger personne. Mais j'ai pleuré, pas de tristesse, pas de regret, mais d'une émotion plus complexe, un mélange de gratitude pour avoir survécu et de culpabilité pour avoir survécu quand tant d'autres sont mortes. C'est ce qu'on appelle la culpabilité du survivant, je crois. Cette question sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je vécu alors que des femmes plus jeunes, plus fortes, plus méritantes sont mortes? Je n'ai pas de réponse. Je ne crois pas qu'il y en ait une. La survie en temps de guerre est souvent une question de chance. Être au bon endroit au bon moment, ou au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai eu de la chance. C'est tout. Une chance construite sur l'observation, l'intelligence, la manipulation, oui, mais aussi sur des coïncidences. Si Otto n'avait pas paniqué cette nuit-là, si Franz n'avait pas été ivre, si le vent n'avait pas soufflé dans la mauvaise direction et propagé l'incendie, si tant de petits détails avaient été différents, je serais morte là-bas. Et personne ne raconterait cette histoire.
Mais je suis vivante. Et tant que je respire, je me sens obligée de témoigner. Pas pour me glorifier, pas pour demander de la reconnaissance, mais simplement pour dire « cela s'est passé ». Ces femmes ont existé. Leur souffrance était réelle. Leur courage était réel. Leur mort était réelle. Et la manière dont elles ont été oubliées est aussi réelle. L'histoire officielle ne les mentionne pas. Les manuels scolaires ne parlent pas de camps provisoires comme Arras. Les monuments aux morts ne portent pas leur nom. Elles sont des fantômes, des chiffres dans des statistiques que personne ne consulte. Mais elles ont vécu. Elles ont ressenti la faim, le froid, la peur. Elles ont espéré. Elles ont résisté à leur manière, certaines en se révoltant, d'autres en survivant un jour de plus. Et cela compte. Je ne sais pas combien de temps il me reste. À mon âge, chaque jour est un cadeau. Mais j'ai décidé de raconter cette histoire maintenant, complètement, sans retenue, parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Les archives allemandes sont incomplètes. Les témoins sont morts. Les lieux ont disparu. Je suis peut-être la dernière personne vivante qui peut encore décrire exactement comment ces événements se sont déroulés. Et il y a quelque chose d'important que je veux que vous compreniez. Quelque chose que l'on ne dit jamais assez. La résistance n'était pas seulement une question d'hommes armés dans les maquis. Ce n'était pas seulement des sabotages spectaculaires et des combats héroïques. C'était aussi des milliers de petits actes de défi. Des femmes qui cachèrent des informations, qui observaient, qui mémorisaient, qui transmettaient, qui refusaient de se soumettre complètement, même quand elles n'avaient aucun pouvoir apparent. Ces actes invisibles ont compté autant que les explosions. Peut-être même plus, parce qu'ils ont sapé la confiance de l'occupant. Ont créé de la paranoïa. Ont forcé les Allemands à gaspiller des ressources pour surveiller, contrôler, punir. Chaque petit acte de résistance était une victoire minuscule. Et ces victoires minuscules, multipliées par des milliers, ont aidé à gagner la guerre. Alors oui, j'ai manipulé, j'ai menti, j'ai exploité les faiblesses humaines, j'ai regardé des hommes mourir, et je referai exactement la même chose, parce que c'était la seule arme que je possédais, la seule manière dont je pouvais combattre. Et cela a fonctionné. 56 femmes ont vécu. C'est tout ce qui compte. Maintenant, je vous pose une question que je me pose depuis des décennies. Si vous étiez à ma place, dans ce camp, avec ces connaissances, avec cette opportunité, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris le risque? Auriez-vous planté les graines de discorde qui ont mené à la mort de 14 hommes? Auriez-vous regardé le chaos se déployer, sachant que c'était votre création? Ou auriez-vous gardé le silence, attendu, espéré qu'un miracle vous sauve? Je ne vous demande pas de répondre. Je ne vous demande même pas de me comprendre. Je vous demande simplement de réfléchir. Parce que l'histoire est facile à juger avec le recul. Mais vivre l'histoire, la traverser, faire des choix impossibles avec des informations incomplètes et un avenir incertain, c'est infiniment plus difficile. Je suis Isandre Kervadec. J'ai 105 ans. J'ai survécu à une guerre qui a tué des millions de personnes. Je porte le poids de mes choix depuis plus de 8 décennies. Et la seule chose dont je suis certaine, c'est que la vérité mérite d'être racontée, même quand elle est inconfortable. Même quand elle ne correspond pas au récit héroïque que nous préférons. Parce que la vraie histoire humaine n'est jamais simple. Elle est complexe, contradictoire, profondément imparfaite, exactement comme nous tous. L'histoire d'Isandre Kervadec n'est pas celle d'une héroïne de cinéma. C'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a découvert que l'intelligence peut être aussi puissante qu'une arme, que l'observation silencieuse peut sauver plus de vies que la violence directe. Elle nous rappelle que la résistance n'a pas toujours porté un uniforme ou tenu un fusil. Parfois, elle portait une robe usée et mémorisait les horaires de garde. Parfois, elle murmurait des mensonges stratégiques qui faisaient s'effondrer des systèmes entiers. Cette vérité dérange parce qu'elle nous force à reconnaître que la guerre ne crée pas des saints, mais des survivants, et que la survie parfois exige des choix que personne ne devrait avoir à faire. Pourtant, ces choix ont été faits. Ces femmes ont existé.
leur souffrance était réelle, leur courage aussi. Si ce témoignage vous a touché, si vous ressentez l'importance de préserver ces mémoires que le temps essaie d'effacer, soutenez ce travail de mémoire. Abonnez-vous à cette chaîne qui donne une voix aux oubliés de l'histoire. Activez la cloche pour ne manquer aucun témoignage. Partagez cette histoire avec ceux qui doivent l'entendre. Parce que chaque partage est un acte de résistance contre l'oubli. Chaque visionnage est une reconnaissance que ces vies ont compté. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez. Dites-nous ce que cette histoire a éveillé en vous. Car ces voix du passé ne survivent que tant que nous choisissons de les écouter. Avant de partir, posez-vous cette question qu'Isandre nous a laissée. Si vous étiez dans ce camp, avec ces connaissances, face à cette opportunité, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris le risque sachant que des hommes mourraient? Auriez-vous choisi le silence et la sécurité, ou l'action et ses conséquences imprévisibles? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y en a jamais eu. Mais réfléchir à cette question nous rend plus humains, plus conscients que l'histoire n'est pas faite de choix faciles entre le bien et le mal, mais de décisions impossibles prises par des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Et que nous portons tous, quelque part en nous, la capacité de devenir ce que les circonstances exigent, pour le meilleur ou pour le pire. C'est cela, l'héritage véritable de la guerre. C'est cela que nous devons nous souvenir.